Bonsoir à tous. Euh, je voudrais d'abord te remercier, Raymond, d'avoir organisé ce débat. Euh, euh, Comme tu l'as dit, c'est vraiment un débat de société. Parce que la question, c'est est-ce que le football est violent intrinsèquement, c'est-à-dire par lui-même? C'est une question qui se pose. Il y a un certain nombre de sociologues qui le pensent. Ou est-ce que le football n'est que l'image de la société dans laquelle on vit? Et moi-même, quand j'ai été, je vais y revenir en détail, mais quand j'ai été agressé à la fois verbalement et physiquement au cours de ce match, je me suis posé la question. Et donc, il a fallu que j'aille chercher, etc. Donc, pour essayer d'abord de m'en sortir, parce que c'était pas évident. C'est pas évident. De façon générale, c'est pas évident de se faire agresser. Bon, c'est pas normal. Enfin, surtout pas quand on fait du sport et en amateur, et même en professionnel. Enfin, bon. Et donc, voilà. Merci Raymond d'organiser le débat. Merci aussi à tous ceux venus, non pas m'écouter, mais débattre. Parce que vraiment, je voudrais qu'il y ait un échange, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc, je te dis que j'essaierai de faire court. Euh, c'est un sujet qui me passionne, évidemment. Donc, je risque de parler beaucoup. Mais à partir du moment où j'aurai fini la petite introduction, bon, tu m'as dit une demi-heure, mais voilà, je vais essayer de faire plus court. Euh, on verra combien de temps je vais parler, mais et donc, ce qui serait intéressant, c'est que à l'issue de ce débat, il y ait euh, des qu'on ait avancé un peu, quoi. Voilà, parce que j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre. Merci hein, pour avoir mis en avant les qualités littéraires de mon livre. Mais j'ai essayé, en tout cas. J'ai essayé de faire en sorte d'écrire un livre qui intéresse par plein d'aspects. Évidemment, je l'ai écrit pour les footeux, je l'ai écrit euh, pour les arbitres, je l'ai écrit pour nos instances, pour vraiment les instances du football, je veux dire, pour qu'ils comprennent qu'à un moment, il va falloir prendre des décisions. Mais je l'ai écrit aussi pour les gens qui sont éloignés du football, qui n'ont rien à voir avec le football, mais qui aiment les livres, qui aiment la littérature. Et voilà, je me suis vraiment, j'ai pris mon temps et vraiment, j'ai mis tout mon savoir pour écrire un livre qui soit bien écrit. Voilà. Parce que, alors j'en ai lu beaucoup en écrivant le mien, parce que je voulais que les gens apprennent des choses sur le football. Et donc, bon, je me suis rendu compte que malheureusement, alors je jette la pierre à personne, hein, mais malheureusement, il y a certains livres sont écrits, notamment sur le football, qui, bon, voilà, je ne veux pas critiquer ici parce que ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas, moi, je voulais un livre qui soit à la fois sur le fond et la forme. Voilà, donc j'ai vraiment fait attention à la forme. Alors, comment est né ce livre? En fait, je suis arbitre de football depuis 20 ans, entre autres, comme tu l'as dit. Je suis je, voilà, je suis un sportif dans l'âme, je cours aussi, j'ai fait beaucoup de sports de fond. Je cours les semi-marathons et je suis en train de préparer un marathon. Je me suis dit, bon, à mon âge, il serait peut-être temps d'envisager de courir un marathon. Je voulais courir le marathon de Paris pour mes 40 ans, mais voilà, j'ai 54 ans, ça fait 14 ans que je me tâte, mais j'espère cette année me préparer un marathon. Voilà, le sport, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie, le sport et la littérature et la politique. Et donc, comment est né ce livre? Euh, il y avait quelque chose j'allais dire de romantique, non, pas du tout, mais de littéraire dans ce qui m'est arrivé, en fait. Parce que si j'avais voulu écrire une fiction, jamais j'aurais imaginé un scénario pareil. C'est-à-dire que c'était le dernier match du championnat, première chose. Deuxième chose, il n'y avait plus d'enjeu. Il n'y avait plus d'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait deux équipes. Il y avait une équipe du milieu de tableau qui se maintenait,
Donc, elle ne descendait pas, elle ne montait pas. Et il y avait une équipe qui descendait, effectivement. Alors, peut-être que après coup, je me suis dit, sans mauvais jeu de mots, je me suis dit que peut-être les joueurs étaient à cran, j'en sais rien, parce que c'est justement ces deux joueurs-là, enfin des joueurs de cette équipe-là qui m'ont agressé. C'était une équipe qui descendait, mais ça n'a pas été de mon fait. Voilà, je n'ai pas sifflé de penalty. C'est pas de ma faute à moi s'ils descendaient. Ils ont été derniers du championnat tout au long de la saison, et donc c'était logique. C'était logique. Bon, voilà, ils allaient descendre, malheureusement, parce que j'arbitre le plus haut niveau du district. Alors peut-être après, si quelqu'un pose la question, j'expliquerai un peu les différents niveaux du football. Et donc, c'est le plus bas niveau du football français, mais c'est le niveau où j'arbitre, c'est le plus haut de ce bas niveau. Donc, évidemment, amateur. Voilà. Et donc, cette équipe-là descendait à l'issue de ce match, elle allait descendre. Et donc, il n'y avait pas d'enjeu. Il faisait beau. En fait, jamais j'aurais pu imaginer un scénario pareil. Alors, que s'est-il passé? Je me suis posé la question et je suis incapable de répondre à la question moi-même jusqu'à maintenant, quoi. Et donc, c'était la première fois, ça fait 20 ans que je suis arbitre, même plus de 20 ans, et c'est la première fois que j'ai été dans l'obligation d'arrêter un match. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai compté après coup, j'ai compté pour voir un peu combien de fois je m'étais fait agresser physiquement, et c'était la 4e fois que je me faisais agresser physiquement. Mais jamais j'avais arrêté un match, j'avais toujours continué. Voilà. Et l'autre chose, c'est la violence. J'avais l'impression en fait que c'était entre guillemets une violence gratuite parce que j'avais rien fait pour le mériter. Et ça a été difficile de l'accepter pour moi parce que j'avais pas commis d'erreur. Voilà. La dernière chose, c'est que j'ai été obligé d'appeler les gendarmes pour qu'ils me tirent d'affaire. Et ça, j'ai trouvé ça un peu humiliant d'appeler les gendarmes pour qu'ils viennent, comment dire, nous extirper de ce mauvais pas. Parce que les joueurs que j'ai exclus m'attendaient à l'extérieur du vestiaire. On est venu me dire, monsieur l'arbitre, bon, voilà, on ne sait pas quoi faire parce que les gars, ils vous attendent et ils veulent en découdre avec vous. Donc, bon, voilà, j'ai été obligé d'appeler les gendarmes. Et tous ces faits m'ont perturbé profondément. Et voilà, quand je suis rentré chez moi, pour moi, c'était la fin de ma carrière. C'était la fin de ces 20 années de football. Alors, que s'est-il passé en ce dimanche après-midi du mois de mai? Il faisait vraiment, je m'en souviens, il faisait très beau avec mes copains, enfin mes assistants qui sont mes amis. Quand on est arrivé, on doit arriver 1 heure avant le match. Donc, le match avait eu lieu à 15h. Et donc, nous, à 14h, on était même arrivé un peu avant. Alors, on doit aller vérifier le terrain, on doit vérifier le filet, on doit vérifier que le traçage est correct. On doit vérifier le ballon. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on doit vérifier. Alors, avant 2015, nous avions des feuilles de match papier. Et maintenant, tout se fait par Internet. Donc, on a la tablette, on vérifie qu'elle est suffisamment chargée, parce que ça peut arriver qu'elle ne le soit pas. On vérifie les équipes en présence. Alors maintenant, quand on arrive, la tablette, normalement, elle doit être chargée et les équipes ont déjà fait les dirigeants de l'équipe ont déjà fait leur équipe. Donc, en fait, on n'a pas grand-chose à vérifier. On vérifie. Bon, voilà. Si vous voulez, je peux entrer dans les détails après, mais voilà, j'essaye vraiment de vous brosser le tableau pour que vous voyez un petit peu. Mais on était heureux d'être là, vraiment. Et la saison s'était relativement bien passée. Donc, on n'avait aucune raison de penser que ça se passerait mal. Alors, en première mi-temps, c'est le capitaine de l'équipe qui reçoit, donc, qui n'arrête pas de râler. Et, bon, je le connais, je le pratique depuis un certain temps, qui n'arrêtait pas de râler. À chaque fois qu'il y avait… le match se passait extrêmement bien. Et lui, il râlait. Et puis, à un moment, il y a une faute sur lui. Je laisse jouer l'avantage.
Alors, l'avantage, c'est quand il y a une faute effectivement sur un joueur. Donc, en l'occurrence, c'était sur lui, mais ça aurait pu être sur un autre joueur. On laisse l'avantage. Et si jamais l'équipe ne profite pas de l'avantage, on revient à la faute commise. Vous voyez? Et donc, moi, j'aime bien le jeu. Donc, je laisse dérouler. Et comme l'équipe ne profite pas effectivement de l'avantage, je siffle et je reviens pour lui donner le ballon. C'est un détail important parce que le ballon, il l'avait. Il a bénéficié de la faute. Et quand même, donc, il continue de râler. Je viens vers lui et je lui dis, écoutez, arrêtez de râler. Il y avait une faute. Effectivement, je l'ai vu. J'ai laissé l'avantage et je vous donne le ballon. Et il me dit, t'appelles ça un avantage, toi. Donc, il me tutoie. Et bon, comme il était le seul à râler vraiment, bah, j'ai sorti mon carton jaune pour l'avertir, pour qu'il nous fiche la paix, pour qu'il nous laisse tranquille, pour qu'il nous laisse continuer le match euh, dans la quiétude, comme on pensait que ça allait se faire. Et donc, je lui mets un jaune et je m'éloigne. Et c'est à ce moment-là qu'il m'insulte. Alors Raymond, je ne sais pas si je peux dire les, les grossièretés, tu les as lues dans le livre, mais malheureusement, bon, alors je vais dire 2 grossièretés et après, promis, j'en dirai plus. Ce sont les 2 insultes, malheureusement, qu'on entend le plus. Alors, euh, c'est enculé, donc bon, voilà. Et puis, il me dit un autre terme qui est beaucoup utilisé et c'est regrettable pour les mamans. Il me dit espèce de fils de pute. Voilà. Et fils de pute, comme je le dis dans le bouquin, c'est certainement l'insulte. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. C'est l'insulte qu'on entend le plus dans ce milieu du football. Alors, les pauvres mamans. Et, euh, et donc, bah là, je n'ai pas d'autre choix que de sortir mon carton rouge cette fois-ci. Euh, et là, ben, c'est là qu'il explose et il n'accepte pas. Il vient vers moi pour m'agresser physiquement. Heureusement que ses copains, c'est à la fois de son équipe, je veux dire les joueurs, à la fois de son équipe et de l'autre équipe, le retiennent, comme vous avez certainement vu des images malheureusement à la télévision. Ils le retiennent. Euh, il ne veut pas sortir, il continue à m'insulter, etc. Il finit par sortir, mais il reste au-delà de la main courante quand même. Il y a une main courante. Il reste au-delà de la main courante, mais le règlement l'oblige. Un joueur qui a un carton rouge, qui est exclu du terrain, il doit rentrer au vestiaire. Il ne peut plus rester en tenue. Et donc, vous avez tous vu cette image de Zidane qui rentre au vestiaire quand il a donné le coup de boule, coup de tête à Materazzi pendant la Coupe du Monde 2006. Et donc, il rentre au vestiaire. Mais tous les joueurs le savent, ça. Tous les joueurs savent qu'ils doivent rentrer. S'il y a une règle qu'ils connaissent, c'est bien celle-là. Et donc, il devait rentrer au vestiaire. Et lui, il ne rentre pas. Donc, moi, je n'ai pas d'autre solution que de lui dire bah, écoutez, monsieur, vous rentrez au vestiaire, s'il vous plaît, parce que sinon, moi, j'arrête le match. Et là, ça continue, un bras de fer. Là, Mais il finit par entendre raison. Il rentre au vestiaire, mais il me prévient il me dit je vais rentrer au vestiaire, mais je vais aller me changer, mais je vais revenir et je t'attends. Bon, alors, c'est effectivement ce qu'il va faire. Et après, donc, ça se passe très bien. À la mi-temps, donc je siffle la fin de la première partie et je rentre au vestiaire, mais évidemment, le joueur était là et là, il revient sur le terrain pour continuer, pour en découdre avec moi. Et là encore, je suis protégé à la fois par mes assistants qui viennent et aussi par les équipes, les 2 équipes. Nous rentrons au vestiaire et là, vous allez me dire, mais tu aurais pu arrêter le match, pourquoi continuer, pourquoi revenir, pourquoi prendre de risques. Mais en fait, tout simplement, ce n'est pas la première fois que ce genre d'attitude, qu'un joueur a cette attitude, en tout cas à mon égard et à l'égard d'un certain nombre d'autres collègues. Je ne vais pas dire que c'est courant, mais malheureusement, ça devient un peu la règle, quoi. Ce qui doit être l'exception devient un peu la règle. Et on le subit de plus en plus. Et donc, bon, l'idée d'arrêter le match à ce moment-là ne m'a pas du tout traversé l'esprit. Et donc, on revient sur le terrain. Et à la 20 minutes avant la fin du match, là, c'est un autre joueur. Et là, le joueur est hors jeu. Tout le monde a vu qu'il était hors jeu. Hors jeu, bon, voilà. Je reviendrai peut-être sur les détails. Il peut pas, donc quand il reçoit le ballon, il ne peut pas être seul face à face au gardien de but.
Voilà. Au moment où il reçoit le ballon, il peut pas être. Voilà. Il doit obligatoirement y avoir un défenseur devant lui. Et donc là, il n'est pas. Bon, mon assistant, Michael, lève le drapeau. Et là, le joueur saute en l'air. Il n'est pas du tout content. Et il insulte mon assistant. Et, et bon, il insulte. Je ne vais pas revenir sur les insultes. C'est à peu près du même acabit. Et là, bon, abasourdi, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est terrible. J'ai pas d'autre choix que de mettre un deuxième carton rouge. Et alors lui, il était, c'est une, c'est incompréhensible parce qu'en fait c'est un fait de jeu tout à fait banal. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il a explosé comme ça? Il n'y avait pas de carton jaune, il n'y avait rien. Je m'en allais, d'ailleurs, j'ai sifflé le hors-jeu et je partais. Pour le jeu, je pensais que le jeu allait reprendre tout bonnement, tout naturellement. Le ballon est à la défense et on y va. Et là, bon, voilà. Alors, quand je mets le rouge, je me souviens, c'était de la main gauche. Et le joueur, il vient vers moi, il me dit, mais à qui t'as mis le rouge là? À qui t'as mis le rouge? Et là, j'ai eu l'impression que, en fait, le joueur, c'est comme s'il avait eu un trou noir. C'est-à-dire, voilà, il y avait deux personnalités, quoi. Il insulte mon assistant. Et puis, comme si, comment dire, c'est quand même, c'est étonnant parce que euh, c'est un peu schizophrénique, quoi. Donc, il vient vers moi, il me dit, mais pourquoi tu m'as mis un rouge? J'ai pas le droit de l'insulter, l'autre. Bah, et après, est-ce que c'est à moi que tu l'as mis? Comme s'il croyait pas, comme si, voilà, il pensait pas, enfin, il croyait pas qu'il allait prendre un rouge alors qu'il venait d'insulter un collègue. Moi, ça m'a aussi un peu perturbé. Donc, je suis resté comme ça. D'ailleurs, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est bien à lui que j'ai mis le carton? Oui, c'était bien à lui parce que bon, il était en face de moi et parfois ils ont le truc pour vous faire douter, quoi. Et donc, je tenais toujours mon carton. euh, et là, il vient et il essaye de m'attraper. Donc, lui, il essaye de me donner un coup au visage. Et donc, bon, il y a mon bras, je me protège. Et donc, il me frappe quand même le bras. Et là, il est aussi retenu par les joueurs des deux équipes. Et il l'éloigne. Et comme il était vraiment, vraiment hors de lui, comme il ne pouvait pas m'atteindre avec les bras ou la main, il a pris le ballon et il m'a frappé avec le ballon. Donc en fait, et à ce moment-là, bon, il y avait une telle violence et encore une fois, c'était tellement inattendu, incompréhensible que là, j'ai choisi d'arrêter le match. J'ai sifflé dans la mort dans l'âme parce que c'était la première fois de ma vie que j'arrêtais un match, comme je le disais tout à l'heure. Et là, le deuxième joueur, enfin le premier que j'avais exclu, il rentre sur le terrain. Et là, c'était vraiment dingue, hein, parce que voilà, donc c'était d'une violence terrible. Donc on me protège, je rentre au vestiaire. Et c'est là, comme je disais tout à l'heure, que quelqu'un vient et me dit, bah, écoutez, monsieur l'arbitre, bah, on ne sait pas quoi faire parce que les joueurs vous attendent dehors. Et donc c'est là que j'ai appelé les gendarmes. Le gendarme, je me souviens, il était outré. Il m'a dit, monsieur l'arbitre, bah, ça m'étonne pas. Il me dit, moi, je laisse pas mes enfants jouer au football parce que bah, vous voyez un peu ce que ça donne. Bon, voilà. Et donc le lendemain, je suis allé porter plainte. Je suis allé voir le. J'ai pas dormi de la nuit en fait. Voilà, vraiment, ça m'a perturbé. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis allé voir le médecin le lendemain. Il m'a donné des antidépresseurs. J'ai jamais pris d'antidépresseurs de ma vie. Donc, j'ai été arrêté 3 jours. Et donc, après, alors, il faut savoir que, alors, il y avait la plainte évidemment pour insulte, pour coups, etc. Et puis, on a une commission évidemment. Donc, il m'a fallu, quand même, je n'ai pas fait mon rapport le lendemain comme je fais d'habitude. Mais je l'ai fait le surlendemain parce qu'il a fallu que je me calme un petit peu, etc. Donc, que je reprenne mes esprits. J'ai fait mon rapport, je l'ai envoyé à la commission des arbitres. Et puis, 15 jours plus tard, on a été, on a été convoqués et les joueurs étaient là. Alors, le capitaine d'équipe, celui qui m'a insulté, le premier,
il a reconnu entièrement. Il a dit oui, bon, bah, c'est vrai, tout est vrai dans ce que dit l'arbitre. Parce que la manière dont ça se passe, alors je raconte aussi dans le livre, mais bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais quand on est en commission, en fait, c'est une sorte de tribunal, quoi. Donc, il y a l'arbitre qui est là, il y avait mes assistants qui étaient là, autour de moi, et en face, il y a les joueurs incriminés, les dirigeants, le capitaine de l'équipe en face, et le président et les membres de la commission. Et là, on entend mon rapport, le rapport de mes assistants quand on leur demande de le faire. Et là, en l'occurrence, on leur a demandé parce que c'était quand même grave. Et donc, alors, il y a le rapporteur de la commission qui lit un rapport qu'il a fait à partir du mien. Et donc, voilà. Et suite à ça, on demande aux joueurs s'ils sont d'accord avec ce qui s'est passé. Alors, le capitaine d'équipe, lui, il reconnaît. Et donc, bon, il a pris 2 ans de suspension. C'était il y a 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Donc, bon, il peut revenir sur les terrains. Je peux très bien le rencontrer. Mais ça peut être un souci aussi. Ça peut être un vrai problème, ça. Et donc, et par contre, l'autre, celui qui m'a frappé, il n'a pas reconnu. Voilà. Donc, il n'a pas reconnu les faits. Et lui, étant donné la gravité des choses, il a pris 7 ans. Donc voilà, il lui reste encore 3 ans et demi, 4 ans à être éloigné des terrains. Alors après, peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? C'est la grande question. Donc bon, un joueur qui s'en prend à un arbitre, normalement, c'est pas 5 ans, 6 ans, 7 ans. Normalement, ça devrait être une exclusion des terrains à vie. Enfin bon, il y a un débat là-dessus, donc on n'est pas tous d'accord. On n'est pas tous d'accord. Alors il y a un dernier élément au niveau de ce qui a été fait, donc, au niveau de la plainte. Eh bien, figurez-vous, et ça m'a vraiment, vraiment choqué, figurez-vous que le procureur de la République a classé l'affaire. Ça, c'est vraiment un souci, mais qu'il va falloir régler une bonne fois pour toutes. Parce que la loi, c'est la loi. Et quand je dis la loi, c'est la loi de 2006. Il y a une loi, ça s'appelle, c'est la loi Lamour. Et donc, Jean-François Lamour, qui était ministre des Sports, ancien champion olympique, normalement, on est investi d'une mission de service public, exactement comme les policiers, exactement comme les agents, exactement comme les enseignants. Dans l'exercice de leurs fonctions, normalement, les sanctions sont accrues. Et le tribunal, c'est le tribunal correctionnel. Donc les sanctions ne sont pas du tout les mêmes, évidemment. Et là, malheureusement, tous les procureurs ne jouent pas le jeu. Et il faut qu'il y ait un respect de la loi. C'est quand même extraordinaire. Et donc, il y a des associations d'arbitres qui doivent démarcher, il faut savoir ça, c'est hallucinant, qui doivent démarcher les procureurs pour les sensibiliser au respect de la loi. Voilà, donc c'est une réalité hein, dans le monde du football aujourd'hui, football amateur. Voilà, donc le temps passe vite. Hein, et je vais essayer de terminer rapidement. Donc j'ai écrit le livre, ça a été pour moi une sorte de thérapie, parce que j'avais prévu, enfin, pour moi c'était fini hein, quand je suis rentré chez moi, vu l'état dans lequel j'étais. Mais écrire le livre, ça m'a j'avais toujours en tête d'écrire un livre sur le football. Et là, évidemment, alors j'ai profité aussi du confinement. C'est pour ça que j'ai écrit aussi rapidement. Et donc ça m'a fait du bien. Et je suis revenu sur les terrains aujourd'hui. Le livre est sorti en octobre. Et très sincèrement, je ne pensais pas comment dire, qu'il y aurait une telle recrudescence de la violence aujourd'hui. Ben, on a quasiment jamais vu un début de saison pareil. Alors aussi bien, vous avez certainement vu des images, aussi bien au niveau professionnel, avec l'envahissement des terrains par les spectateurs, avec notamment cette bouteille là, qui a été jetée sur Dimitri Payet à Marseille. Vous voyez, et pas seulement en France, c'est un peu général, quoi, c'est un peu dans le monde entier. Moi, naïvement, je pensais que, étant donné qu'on a été confinés et on n'a pas joué, hein, on n'a pas, vous savez bien, pendant 1 an et demi, je me suis dit, on va être heureux de revenir sur les terrains. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on a mis une chape de plomb là sur les gens. C'était une sorte de cocotte minute.
Et là, ça part dans tous les sens, si vous me passez l'expression. Voilà, donc l'objectif, là, c'est participer à ce genre d'échange pour qu'il en sorte quelque chose, pour qu'on soit conscient, en fait, qu'on en prenne conscience et qu'on trouve des solutions à ce fléau, non seulement dans le football, mais aussi dans la société. Et j'ai commencé d'ailleurs à le faire avec le livre, avec le débat que ça suscite. J'ai commencé, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé dans les clubs. Je vois un peu les clubs que je connais ici en Normandie. Et donc, ceux qui m'invitent, ou bien moi, je m'invite, je les appelle, voilà, pour aller prêcher la bonne parole. Et notamment auprès des jeunes. Les jeunes, parce que c'est l'avenir. Alors, et donc, essayer de leur faire comprendre que sans arbitre, il n'y a pas de joueur. Mais évidemment, sans joueur, il n'y a pas d'arbitre non plus. Mais quand même, sans le respect des règles, il n'y a rien. Rien n'existe sans le respect des règles, sans le respect les uns des autres. Et donc, voilà, et je voudrais aller dans les écoles de football, bien sûr, mais aussi, je suis enseignant, c'est quelque chose que je sais faire, j'ai la chance de pouvoir faire ce métier extraordinaire. Et je voudrais aller aussi dans les écoles, euh, et aussi dans les collèges, les lycées, voilà, toujours dans le but de sensibiliser les jeunes, voilà, et leur dire que la violence, quel que soit le domaine, la violence ne résout rien, elle n'a jamais rien résolu. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que je n'ai pas été trop long. Bon, voilà, donc moi je vais me taire maintenant et je vais vous écouter à mon tour. Merci en tout cas d'avoir écouté. Merci Rachid. Alors, donc je vais tout de suite donner la parole à qui la veut immédiatement et sans attendre. Sinon, vous pouvez aussi lever la main. C'est en bas à droite, vous avez un petit bouton qui s'appelle réaction. Vous appuyez dessus et ça permet de lever la main. Mais comme personne ne l'a fait, je donne la parole à qui la veut. Moi, je veux bien, Raymond. Eh bien, vas-y. Euh, hum, D'abord, monsieur, je veux vous remercier parce que j'ai été très touchée par votre témoignage et on sent, lorsque vous en parlez, je sais pas, je crois que ça a eu lieu il y a 3 ans, ou je crois que c'est ce que vous avez dit. En tout cas, on voit que vous êtes toujours extrêmement bouleversé par ce qui est arrivé. Alors, vous voulez débattre, donc on va essayer quand même d'essayer comment dirais-je, de problématiser ce qu'il en est de votre témoignage extrêmement intime et de ce que ça peut faire penser. Personnellement, je ne suis pas du tout, alors je suis très désolée de ce qui vous est arrivé, mais je ne suis pas du tout étonnée. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas, comme vous dites, une fouteuse. Je regarde comme ça des matchs de temps en temps, en passant, je fais un autre truc à la fois. Vraiment, quand c'est un grand match, je m'y intéresse. Je n'y connais pas grand-chose. Par contre, ça m'intéresse énormément en tant que sport d'équipe, ce que signifie un sport d'équipe, ce que signifie une équipe, ce que signifie l'entraide, ce que signifie la solidarité, ce que signifie un objectif commun vers lequel on tend tous ensemble pour réussir. Et effectivement, je trouve qu'il y a une dérive immense par rapport à ce que l'on peut entendre d'un sport d'équipe, par rapport à ce que je viens de dire, de ce que l'on imagine que ça pourrait représenter. Donc, l'émergent, je dirais l'émergent social là, de ce sport, vous le dites, vous l'avez senti dans votre chair, dans votre psychisme, dans vos nuits blanches, qu'est-ce qui émerge? C'est la violence. Et moi, je me demande si on n'assiste pas là, bon, je le lance dans le débat, mais on aura bien d'autres choses à dire et d'autres hypothèses, mais est-ce qu'on n'assiste pas là à un émergent collectif de la société de maltraitance dans laquelle nous vivons? C'est-à-dire que cette violence, vous l'avez souligné d'ailleurs, n'est pas l'apanage seulement du football. On la retrouve quotidiennement dans toutes les maltraitances que nous subissons. Donc voilà, c'est comme si ce témoignage que vous nous donnez
Bon, alors après, on peut dire oui, mais alors qu'est-ce que c'est? Vous parlez en tout cas de football amateur, donc on n'est pas dans le professionnalisme. On pourrait parler de ces cachets invraisemblables pour les joueurs, etc. J'ai l'impression que c'est une autre question et c'est pas du tout ce que vous avez abordé, donc c'est pas la peine de partir par là, ou on peut partir après, mais là peut-être pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse et me désole à la fois dans ce que vous amenez, c'est que vraiment, ça m'apparaît comme un émergent extraordinairement visible de l'état de décomposition, de défraternisation, de désocialisation, oui, comme dit Jean-Paul, des rapports sociaux, et qui s'exprime formidablement dans justement ce jeu collectif, avec un objectif commun qui est de gagner, donc d'aller vers une joie, d'aller vers comment dirais-je, se sentir extrêmement bien collectivement, et qui le pourrit, voilà, par la violence. Et je crois que c'est un émergent de ce que nous vivons ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Je me rends muette. Je parle dans le vide, excusez-moi. Je disais, je proposais donc qu'on prenne peut-être une deuxième intervention, et puis ensuite, Rachid, tu commenteras comme ça au fil de l'eau. La parole est à Norma. Il faut ouvrir ton micro, Norma. Oui, oui, non, voilà. Je sais. Merci. Merci. Toute ma solidarité, Rachid, pour ces faits, cette violence très grande que vous savez, ou que tu as subir. Et je crois que dans les différents aspects de ton témoignage, sur des niveaux des éléments que tu as présentés, et je crois que il y a différents niveaux. Et pour la formulation du problème que cela pose, j'essaye brièvement, à mon niveau à moi, de les formuler au niveau, aux dimensions. Et tout d'abord, le travail d'arbitre, c'est un travail. Et donc, ce que tu as subi, c'est la violence au travail, c'est-à-dire tu n'étais pas dans la rue, ou tu n'étais pas, c'est-à-dire que pendant le travail, pendant la concentration et le travail que tu faisais, tu as subi la violence. Et ça, c'est un fait, et ça s'appelle la violence au travail, et dans tout, dans le football, quand on est dans un bureau et quelqu'un vient et t'insulte, il essaye de te frapper, ça, c'est aussi de la violence au travail, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un choc, et je comprends, et on reste marqué par ça aussi. Et au-delà des différentes questions après, qui sont tout à fait importantes, des éléments spécifiques à chaque type de violence. Donc ça, ça s'appelle la violence au travail. Et l'autre, c'est plus que la maltraitance. C'est plus que la maltraitance. On pourrait en parler, je suis d'accord avec Marie-Pascale, mais on pourrait parler des différents niveaux qu'effectivement, on voit émerger, et même c'est grossir, s'agrandir. Et l'autre niveau que se pose, c'est bien sûr, c'est le sport, la spécificité, ou disons, les niveaux de sport, du niveau de football, c'est là. Et je crois que, je ne sais pas si c'était Ramon ou toi qui disais au début, est-ce que le football, c'est un sport violent, intrinsèque, ou est-ce que c'est un reflet de la société? Et donc, on voit là, dans tes témoignages, dans tes éléments du témoignage, qu'il y a aussi, on voit, ce n'est pas aujourd'hui, on peut faire l'historique, disons, moderne du football, et on voit qu'il y a partout, on fait globalement au niveau mondial, et même dans les pays très développés,
on a vu des violences, hein, on a des violences. Pas seulement pour l'arbitre, mais il y a une violence inouïe et même il y a eu des morts, hein, souvenez-vous, etc. Et dans des pays, on ne peut pas dire, ne sont pas développés, c'était parce que c'était des affamés ou parce que tous étaient des incultes, etc. Hein. Je vous laisse, disons, dans la mémoire qui n'est pas très ancienne, on peut chiffrer tout ce qui s'est dit. Et puis, indépendamment que ce soit amateur ou professionnel, et je crois que dans les professionnels, c'est encore moins justifié. Rien n'est justifié, si, mais dans les professionnels, c'est encore plus, je dirais même, condamnable. Sans pour autant allécher rien de ce qui s'est passé et qui peut se faire. Et donc, à tout cela s'ajoute, et voilà, les faits se passent relativement récemment, et à tout cela s'ajoute le fait qu'il y a effectivement, en tout cas à mon niveau et dans une analyse très simple, globalement, on voit les règles, c'est des règles en quelque sorte, il y a un dérèglement l'effet de suivre des règles de la part de ceux que nous devons ou ceux qui doivent la suivre et un dérèglement au niveau de ceux qui doivent donner l'exemple aussi pour la faire respecter, etc. Donc, à cette émergence aux continuités d'accroissement de la violence partout, et pas seulement dans le football, donc ça s'ajoute, ça peut s'ajouter au fait que tu as eu à raconter et l'effet disons, aussi les confinements, tout cela s'est mélangé, hein, mais ça, la corrélation sont faciles, disons, les corrélations se font. Donc, à cela, et j'ai fini pour... Je crois que ça sont des éléments à prendre en compte. Et pour finir, l'élément individuel des personnes, en tout cas la première personne qui t'agresse, peut-être s'il n'est jamais... les comportements tels que tu les présentes, à mon avis, ce n'était pas normal. Normal dans le sens, bon, entre guillemets, n'était pas un comportement, rien n'est justifié parce que les matchs allaient bien et tout allait bien. Ces personnes, d'après ce que tu présentes, n'avaient pas d'autres comportements pareils. Donc, il y a l'élément à voir un peu pourquoi, ou si c'est quelque chose. Donc, dans tout, il y a les... Et si c'était un cas, bon, il doit y avoir des causes pourquoi il s'est comporté comme cela. Et le 12e, pareil, tout cela ajouté à ces backgrounds, à ces fonds, des éléments que je viens de poser. Après, on peut chiffrer, donner un poids à chacun d'eux, mais je crois que les problèmes, on peut les cerner comme cela. Et avant tout, la violence au travail, quel que soit, on reste marqué, c'est quelque chose qu'on doit condamner. Hein. Ça ne peut pas passer, que ce soit football, que ce soit dans un divertissement, que ce soit... rien ne justifie la violence, mais quand on travaille, parce qu'on ne se prépare pas à cela. Merci beaucoup. Et merci, Norma. Bon courage. Alors, je propose, j'ai vu que Michel a demandé la parole, donc peut-être je propose que Rachid réagisse peut-être aux deux premières interventions et qu'ensuite Michel prenne la parole. Ou, hein, on fait comment? Comme ça te convient, Rachid? Ah oui, ça me convient tout à fait. Je vais essayer d'être court. Merci en tout cas, merci. Alors, ça me fait plaisir parce que ce sont deux femmes qui réagissent en premier dans ce monde d'hommes.
Et donc, c'est important aussi d'avoir cette vision et ces opinions-là. Merci. Alors, Marie-Pascale, c'est vrai, vous avez mis le doigt sur un des aspects du football, c'est l'argent. Donc, est-ce que, alors la question, j'ai pas la réponse moi. La question, c'est est-ce que le football a été pourri, pour le dire comme ça, est-ce qu'il a été pourri par l'argent? Je pense que ça y contribue. Je pense que ça y contribue. Même si la violence dans le football remonte elle est antérieure à la professionnalisation et comment dire, à l'introduction de certains clubs, notamment anglais. En France, on n'en a pas encore beaucoup, mais à l'introduction de certains clubs en bourse, par exemple, il y a des sommes colossales, vous le savez bien, je ne vous apprends rien, qui sont investies dans le football. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'amour du maillot, on parle de joueurs mercenaires, et donc qui sont prêtés ici, qui sont achetés. Alors, moi, ce qui m'a choqué, enfin, au début, bon, maintenant ça me choque un peu moins parce que bon, on trouve ça normal. On vend des joueurs et on achète des joueurs comme on achète des chevaux. Vous voyez? Et donc, j'ai beaucoup de respect pour les chevaux, hein, et encore plus pour les joueurs, ce sont des êtres humains. Alors, on reviendra peut-être sur les aspects sociaux du football. Alors, voilà, l'argent. Est-ce que le football a été pourri par l'argent? Certainement, mais pas tant que ça, en fait, puisque la violence existait bien avant qu'il y ait ces sommes colossales. Norma, merci beaucoup pour votre intervention également. Donc, vous avez raison. C'est un travail. Alors, c'est une passion, évidemment. Nous n'avons rien, nous, à avoir avec les joueurs professionnels, le monde professionnel. Et je fais une petite parenthèse, je m'en fais pas, je ne suis pas inquiet pour le monde professionnel parce qu'il y a tellement d'argent en jeu qu'ils arriveront toujours à trouver une solution. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est notre niveau à nous. Nous, on n'a pas d'argent. On a juste la passion, l'énergie et l'amour du football. Et donc, que va-t-il arriver de nous? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ce football qui est un peu laissé à l'abandon? Vraiment, hein, les clubs, nous, les arbitres, parce que nos instances ne réagissent quand même pas, malgré ce qui nous arrive. Et donc, vous avez raison, c'est plus que de la maltraitance. Et on est sur notre lieu de travail, entre guillemets. Parce que je voudrais dire quand même, et ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux notamment, c'est que nous ne sommes pas… Je suis un arbitre officiel, c'est-à-dire que j'ai passé un examen. Et en tant qu'arbitre officiel, j'ai droit à une rémunération, vous voyez, une indemnité. Et donc, puisque j'ai une indemnité, vous avez raison, c'est un travail. Voilà, et je dis, tout travail mérite salaire. Et j'ai le droit de ne pas être molesté sur mon lieu de travail. Vous avez raison, vous êtes dans votre bureau, vous êtes en train de bosser, mais personne n'a le droit de venir vous embêter, même pas votre patron. Vous voyez, donc il y a des règles. Voilà, vous avez raison. Merci de me donner la possibilité de dire ça. Et alors, la question, hein, j'avais commencé par ça, effectivement, est-ce que le football est violent intrinsèquement ou est-ce que c'est venu petit à petit? Juste, bon, j'ai dit que je ne serais pas trop long, mais j'ai trouvé, à force de lire des bouquins et de chercher, qu'en fait, le football était originaire, l'origine du football réside dans la soule. Je ne sais pas si, vous voyez, la soule, c'est un jeu entre guillemets, hein, c'est en tout cas une pratique qui avait lieu au Moyen-Âge chez nous ici, et en plus c'était en Normandie, et c'était fait avec des bouts de chiffon, une sorte de ballon comme ça, précurseur, bout de chiffon, et c'était deux villages qui se battaient entre eux, mais à mort. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de règles. Et donc, le jeu, c'était de prendre le ballon et d'aller le déposer dans le village concurrent et dans le centre du village. Et évidemment, l'autre village, il devait faire la même chose. Et tout était possible. On pouvait tuer pour prendre le ballon et aller le déposer au centre du village voisin. Et donc, alors, comment est-ce que la soule a été exportée en Angleterre? C'est par les troupes de Guillaume le Conquérant en 1066
Donc, quand notre Guillaume Normand hein, a envahi l'Angleterre en 1066 avec ses troupes, et ben la Soule, les Anglais ont hérité de ça. Et en 82, pardon, quand le football est envahi du coup la Normandie, la France par la Normandie, et ben on a récupéré la Soule. Alors on a récupéré le football, voilà. Donc il y a certains qui disent le football est intrinsèquement violent. Voilà, à l'origine, il est violent. Et donc, c'est pas étonnant de retrouver cette violence. Alors, si en plus, on parle de Coupe du Monde, on parle de chauvinisme, on parle des… Voilà, je continue. Alors, vous avez raison aussi, le dérèglement. Il y a des gens qui ne respectent pas les règles et pas forcément ce qu'on pense. Il y a des gens qui sont sur le banc. Vous voyez, dimanche dernier, j'ai été obligé d'avertir un dirigeant parce qu'il n'arrêtait pas de brailler après moi. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Et voilà. Et vous me posez la question, et je vais m'arrêter là, parce que quand même, il y a quelque chose de romanesque dans ce qui m'est arrivé quand même. J'essaie de voir un peu le côté positif. Figurez-vous, pour la petite histoire, la semaine dernière, je faisais un petit footing autour de chez moi et il y a une voiture qui passe derrière moi à grande vitesse. Et donc, moi, j'ai eu peur, j'ai entendu la voiture derrière. Je me suis poussé, parce que c'est un petit chemin, je me suis poussé. Et je vous assure que c'est vrai. Hein. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et c'était une camionnette de livraison. Et elle roulait très vite. Donc, je me pousse et je fais comme ça, doucement, s'il vous plaît. Et il se trouve que, figurez-vous que le chauffeur, c'était le joueur qui m'a agressé. C'est le joueur. Et donc, il arrive comme ça, et il s'arrête, et la vitre, il baisse la vitre, et il me dit « Bonjour, monsieur Chebli ». Alors, je lui dis « Ah, tiens, bonjour ». Et là, vous voyez, il y a eu une conversation, il y a eu un échange. Et je lui ai dit « Pourquoi tu as agi comme ça ?» Et il m'a dit « Je ne sais pas ». Pour répondre à votre question, Norma. Et je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit « Je ne sais pas ». Encore aujourd'hui, je me pose la question. Je ne sais pas pourquoi j'ai été violent avec vous. Et on s'est serré la main et il est parti. Merci Rachid. Donc là, je vais passer la parole à Michel et ensuite ce sera M. Je ne sais pas si c'est un autre Michel, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il apparaît sur l'écran. Alors Michel, je vous invite à ouvrir. Oui, à vous. D'abord, un complément historique. Les premiers clubs pro anglais ont été créés dans les années 1860. C'est-à-dire que dès le départ, une partie du foot anglais a été professionnalisée. Bon, ça, c'est pour s'amuser, quoi. Deuxième élément, je crois qu'il faut partir, vous êtes très polarisé sur le foot. Le sport est par essence un système d'opposition. En groupe, on s'oppose à d'autres, seul, je m'oppose à un autre ou à plusieurs autres. Donc, il y a nécessairement opposition, le but étant de gagner. Donc, tous les sports sont de fait des formes de violence qui sont symbolisées et euphémisées. L'exemple à l'extrême, c'est le MMA actuellement à la mode, avant c'était la boxe, où le but est de supprimer l'adversaire. Et puis vous avez le golf, où chacun tape côte à côte dans sa petite balle, et où les relations sociales sont différentes. Mais je pense qu'il faut bien partir de l'idée que tout sport est violence et opposition. Et en tant qu'enseignant, c'est un des éléments importants pour moi de l'éducation. On fait un sport, on rentre dans un système de règles, et on applique cette règle. Et d'un point de vue formatif, on se met d'accord entre nous pour résoudre le problème qu'est l'opposition d'adversaires. La deuxième chose, c'est que le rôle du sport de la société, du sport dans la société. Et je suis dans le groupe sport de France Insoumise, et j'avais proposé à mes comparses ce livre qui est paru en juillet. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est Edgar Morin qui a créé un petit, puisque c'est une réponse à une interview à l'INSEP, le sport porte en lui le tout de la société. Et
la violence sur les stades correspond à la violence dans la société. Et je pense même que le sport, au regard des supporters, est devenu un moyen d'expression de la violence sans aucune contrepartie. Le gars qui jette une bouteille sur la tête de Payet, il est tranquille, a priori, il ne risque pas grand-chose. Il est perdu dans la foule. Et donc, tous ces éléments de violence, d'opposition, ressurgissent dans le phénomène sportif. Et la troisième chose, au regard de ce que vous avez dit, de votre rencontre a posteriori avec le gars qui vous avait créé quelques misères, on a une personnalité différente sur le stade et hors du stade. Personnellement, j'ai pratiqué pendant 25 ans la compétition, je suis une taille sur un terrain et au demeurant, je suis un homme paisible. Mais hélas, la conduite routière aussi. Je suis moins paisible. Donc, on a des personnalités différentes en fonction du lieu où on se trouve. Quand en plus vous avez des phénomènes de public, les choses s'accentuent. Voilà sur les trois choses que votre réflexion m'amenait à faire. Merci. La parole est à M. Est-ce que M se reconnaît? Oui, bonsoir. 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 Je voulais d'abord dire que je ne suis pas du tout de votre mouvance, entre guillemets. Je l'ai fait parce que Rachid est arbitre en Seine-Maritime et que je suis moi-même le vice-président du district de football de Seine-Maritime. Donc, je connais, on va dire, ce qu'il vit au quotidien. J'ai même, pour moi, vous allez peut-être rire, mais j'ai été en fait, élevé dans une culture gaulliste. Alors, pour certains, ça a parlé, je pense. Je me retrouve dans certaines choses que vous dites, mais fondamentalement, je n'ai pas été élevé comme ça. Mais après, je respecte tout ce que vous avez dit et toutes les choses que vous avez dit précédemment. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Michel déjà, sur le fait que le football ou n'importe quel sport est une opposition. Je suis d'accord, mais ce n'est pas de la violence. Parce qu'effectivement, sur un match, on peut s'affronter. Ce n'est pas pour autant qu'avant-après, on ne sait pas, on va dire, vivre ensemble. Ça, c'est très important. Ce n'est pas une culture de la violence. Donc, pour moi, le terme qu'a employé Michel, pour moi, est un peu exacerbé et ce qui me choque un peu. Mais bon, ça, c'est vraiment pour le passage, pour l'anecdote. Après, moi, je respecte beaucoup ce que fait Rachid ces derniers temps, ce qu'il vit au quotidien, parce que moi-même, en plus d'être, on va dire dans mes fonctions, je suis vice-président du district de football de Seine-Maritime. C'est-à-dire que c'est l'association, si on peut dire ça comme ça, mais tu pourras corroborer ou préciser, Rachid, le cas échéant, on est l'organisme qui gère au niveau départemental les compétitions de football. Le football, il y a une dérive, j'ai envie de dire oui et non. Le football, c'est simplement le reflet de la société. Le football en France, c'est 2 millions de licenciés sur 70 millions. Donc, en fait, dans les 2 millions, vous avez tout le monde. Vous avez le cadre supérieur, vous avez l'étudiant, vous avez le chômeur, vous avez tout le monde, en fait. Et ce que dit Rachid, c'est vrai. Mais, c'est-à-dire que sur le terrain, parfois, on peut faire des choses qu'on regrette derrière. Mais ça, c'est aussi, et ce qu'a dit Rachid, il est dans le vrai, ce qu'il a dit à un moment, c'est que au bout de 2 ans on va dire, de privation, on allait être content de revenir sur le terrain. Le problème, c'est que oui, on est content de revenir sur le terrain, mais on a toujours en fait des informations. Il y a tant de cas de pandémie, tant de restrictions, tant de choses. Et le football, c'est simplement une activité, c'est un loisir. C'est les frustrations de la semaine que vivent les personnes. Et le football, c'est un exutoire. Donc, il y a des personnes qui vont courir, qui vont faire 30 km, qui vont être bien après, qui vont se défouler. Le problème, c'est que la plupart préfèrent faire un sport collectif où on se retrouve ensemble. Et parfois, effectivement, on ne sait pas pourquoi, sur le terrain, on ne comprend pas. Donc, ce qu'a vécu Rachid, c'est impardonnable. Je voudrais d'ailleurs rebondir sur le fait que les lois actuelles du football est liées à l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, vaste débat, je sais que voilà.
moi je suis un Européen convaincu, mais les directives de l'Union européenne interdisent de faire des radiations à vie au niveau des sports collectifs en France. On ne peut pas. Donc le maximum de mémoire, c'est 12 ans. On ne peut pas radier quelqu'un l'interdire de prendre une licence dans un sport plus de 12 ans. Voilà, ça c'est… Après, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est ce que j'ai vu dans les derniers articles. Donc après, moi, je comprends tout à fait ce que dit Rachid, parce que moi, ça fait 30 ans que je suis bénévole dans le football. Comme quoi, on peut être de droite et être bénévole. Hein. Petit aparté, rien que pour le… On n'en doutait pas, on n'en doutait pas. Ah oui, mais bon, ça c'est… J'aime beaucoup jouer sur les clichés, hein. Mais c'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je suis dans le football associatif en club et puis depuis peu au niveau on va dire, les instances. Parce que les instances, parfois aussi, on le sent que les instances, c'est un peu comme les arbitres, on prend énormément, puisque s'il y a un truc qui ne va pas, c'est de la faute des instances. S'il y a un truc qui ne va pas, c'est de la faute des arbitres. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de la faute du gouvernement. Enfin, voilà, on peut faire, c'est une lapalissade, mais on peut décliner ça à l'extrême. Rachid, ce qu'il a vécu, c'est grave. Il l'a vécu 1 fois, 2 fois de mémoire. Par contre, je n'ai pas envie qu'il y ait sur le football des a priori. Parce que dans plus de 99% des cas, et je vous invite vraiment à aller voir dans les clubs, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un club de football, c'est le dernier maillage du vivre ensemble. Les bar tabac ont fermé, les cafés ont fermé dans les petits villages. Ceux qui restent, c'est les clubs de football. C'est là où on vend les gens le dimanche, vivre des émotions communes, se retrouver, boire un coup. Hein, faut pas, voilà. Mais bon, c'est du lien social. C'est les cafés de notre enfance. Donc le football, voilà, c'est vraiment le vivre ensemble. Et moi, je tenais vraiment à dire, mais effectivement, je trouve qu'il y a une violence qui se retrouve dans le football et qui est peut-être en augmentation, mais on le verra certainement avec les chiffres qui sont délivrés chaque année, puisqu'il y a des statistiques qui sont faites par les autorités sur les cas de violence, et on voit les cambriolages, et également aussi les violences sur les stades. Mais je ne voudrais pas dénigrer le football, parce que le football est déjà assez dénigré, on va dire, dans la presse, parce qu'on voit la télé, le professionnalisme, mais ce n'est pas ça qu'on vit en vrai, on va dire, au quotidien, les bénévoles, les milliers de bénévoles qui font vivre les associations de façon désintéressée. Mais dans 99% et plus, ça se passe bien. Alors effectivement, parfois, et malheureusement, on le vit aussi depuis la pandémie, il y a des cas, alors que ce soit à la campagne ou dans les villes, et voilà, je voudrais surtout, moi, défendre le football, parce que le football est vecteur du vivre ensemble. Et pour répondre à Rachid, c'est que les instances, je me permets de te tutoyer, Rachid, t'inquiète pas, hein, on suit tout ça. Et moi-même, je suis arbitre, j'ai peut-être oublié de vous le dire, moi-même, je suis arbitre de football officiel. Moi, j'officie plutôt dans le foot en salle, mais je suis également, donc je connais également ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Voilà, désolé si j'étais un peu long, mais… c'était tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Rachid, tu souhaites réagir? D'autres personnes peuvent s'inscrire en levant la main en bas à droite. Moi, je dirais un petit mot après toi, Rachid. Le micro. Oui, voilà. Bah, écoute, merci pour ta réaction. Et donc, on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Tu as raison de préciser, de dire, alors je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais merci de me donner l'occasion de le dire. Si je suis resté dans le football, c'est parce que j'aime ce sport et je ne le dénigre pas. Au contraire, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice de manière à ce qu'on puisse justement continuer à vivre ensemble, continuer à pratiquer ce sport que nous aimons. Et puis, j'ai intitulé mon bouquin « À mort l'arbitre », A-M-O-R, hein, qui signifie amour. Ça fera plaisir à Norma. Et tu as raison de dire ça. Il y a plus de 2 millions de licenciés. Et il y a plus de 2 millions, en plus, il y a plus de 2 millions de matchs chaque saison. 2 millions de matchs. Et la plupart, l'écrasante majorité de ces matchs se passent très bien.
Mais quand ça se passe mal, parfois malheureusement, ça se passe vraiment très mal. Et bon, alors moi, ce que je voulais, c'était mettre l'accent sur ce qui n'allait pas, de façon à ce qu'on puisse trouver des solutions. Mais si j'avais écrit un bouquin en disant bah, tout va bien dans le football, bon, bah, ça aurait intéressé personne. mais voilà, donc, et d'autant plus que moi, j'ai été profondément touché par ce qui s'est passé et j'ai trouvé ça profondément injuste, encore une fois. J'avais rien fait pour mériter ça. Et je l'ai écrit aussi, je l'ai écrit pour moi, pour me sauver, entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que bon, sinon, je serais pas revenu. Mais je l'ai écrit aussi pour ses collègues. Et je mets l'accent là-dessus. Alors, tu as parlé des instances. Et moi, je voudrais leur dire aux instances qu'elles soient attentives. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. Qu'elles soient attentives à tous ces collègues qui adorent, qui vraiment adorent ou adoraient ce métier, qui n'en est pas un, mais en tout cas cette passion, cette fonction, et qui ont été obligés d'arrêter. Parce c'était la goutte d'eau. Et je peux vous en citer, autour de moi, il y en a plein. On a perdu je raconte… 4000 arbitres perdus en 4 ans. Exactement. Donc, c'est quand même… Il y a une hémorragie extraordinaire. Et encore là, ce sont des chiffres. Mais moi j'ai en mémoire des collègues qui ont été obligés d'arrêter. Un collègue qui a été frappé par un même pas un spectateur, alcoolisé, qui est entré sur le terrain à la fin du match et puis il a mis une claque. C'est humiliant. Donc, il a été obligé d'arrêter. À la fin de la saison, il a arrêté. Je raconte cette anecdote dans le livre. Et donc, je l'écris aussi pour ses collègues. Et franchement, il y a des cas qui ont été poignants. Ses collègues qui ont été violentés sur les terrains, agressés physiquement, qui sont revenus et qui se sont rendus compte en fait qu'il y avait quelque chose de cassé en eux, brisé, et qui ne sont pas revenus sur le terrain. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là. Mais merci en tout cas de m'avoir permis de donner… tu as raison, on est d'accord là-dessus. Tout n'est pas pourri, tout n'est pas… comment dire… tout n'est pas mauvais dans le football. Et voilà, donc nous essayons de le sauver, de sauver ce sport. Et notamment par les jeunes devant lesquels je voudrais, enfin, auprès desquels je voudrais militer, entre guillemets. Oui, voilà, c'est un terme que j'aime bien, moi. Je vais dire un petit mot, quelques réflexions comme ça. Alors moi, le football, je n'y connais rien, donc je ne ferai aucun commentaire à ce niveau-là. Par contre, ce qui me passionne, c'est le fait que, comme ça a été dit, ça mobilise… j'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Notre ami qui parlait avant toi, Rachid, du district, il y a 2 millions de personnes qui participent, qui sont au football amateur. Donc, c'est quelque chose de très populaire et effectivement, c'est quelque chose de très important dans le lien social. Bon, alors c'est un terme qui mériterait qu'on en rediscute, etc. Gardons-le comme ça. D'où l'intérêt pour nous de la réunion de ce soir, des discussions qu'on a, etc. Parce que ça touche beaucoup de monde. Sur la spécificité de ce qui est dit, moi, ce que je comprends, alors je ne sais pas si ça augmente ou si ça augmente pas, il semblerait que ça augmente. Ce que je comprends, c'est que ça se généralise, ça se développe dans le football amateur. Et donc, on est dans quelque chose de différent, de phénomènes bien connus, mais qui, à mon avis, sont un peu d'une autre nature, qui est ce qu'on retrouve autour du football professionnel à travers, quelqu'un y faisait allusion tout à l'heure, les phénomènes de hooliganisme, etc., mais qui, je pense, relèvent d'autre chose. Là, ce qui me frappe, c'est que ce sont les joueurs eux-mêmes qui perdent leurs moyens. Alors moi, je ne connais pas le foot. Par contre, je connais un peu les jeunes. Alors, je ne sais pas si c'est des très jeunes, d'ailleurs, les gens dont tu parlais, Rachid, ou pas. Mais ce que je vois se développer, ça c'est très net dans les milieux populaires, dans les banlieues, etc., c'est l'intolérance à la frustration. Quelqu'un parlait de schizophrénie tout à l'heure. Je ne sais pas s'il faut retenir ce terme-là. Je crois que c'était peut-être toi, Rachid. Mais en tout cas, ce truc d'intolérance à la frustration, c'est un truc qui devient très significatif chez les jeunes. Alors, évidemment, qui donc tout de suite vont être dans
si la règle s'oppose à eux, vont être dans une opposition qui va déborder immédiatement et effectivement dans quelque chose qui va se ramener à une dénonciation de l'individu qu'ils ont en face d'eux. Dans un groupe, ils vont toujours cibler une personne en disant c'est toi qui m'as mal parlé, ou inversement, eux étant dans un groupe, dire c'est pas moi parce que moi je suis pas passé à l'acte, c'était un autre de mon groupe. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus, pour ce que j'en comprends très modestement, et qui est une évolution sociale à mon avis assez qui est pas nouvelle complètement, hein, parce que moi je la constate depuis au moins 20 ans maintenant, hein, mais qui me paraît problématique. Voilà. Et alors, évidemment, ça rentre en contradiction avec le fait que peut-être que le sport le représente de manière allégorique, mais la société vit selon des règles et je dirais qu'il y a une difficulté à pouvoir respecter les règles du jeu, pas simplement les règles du jeu du football, mais les règles du jeu social en général, qui à la fois sont indispensables parce que sinon, comme tu le disais, on ne peut pas fonctionner ensemble s'il n'y a pas des règles, et en même temps peuvent être parfois perçus par des gens comme des agressions contre eux. Alors après, la difficulté, et je m'arrête là-dessus, c'est quand ça peut rentrer en contradiction aussi avec le fait que ceux qui sont détenteurs de ces règles et de l'autorité ont du mal à les faire respecter. Là, je fais allusion à ce que tu disais sur le traitement judiciaire de l'affaire. Et donc, on a ces deux trucs qui sont un petit peu en miroir. Oui. Je m'arrête là. Pardon. Oui, excuse-moi, mais, je voudrais juste répondre. Il y a une question que Mathieu a soulevée. J'ai pris des notes et donc je me suis aperçu qu'en fait, parce qu'il a parlé aussi de l'Europe. Si tu me permets, Raymond, juste et après 30 secondes. Ce sera Stéphane. Allez, vas-y. Donc, juste, Mathieu, tu as parlé des lois européennes. Mais alors, ce qui se passe au niveau du football, en tout cas, c'est que je me suis penché un peu sur ce qui se passait, sur les sanctions notamment. Il y a des districts qui prennent, alors ils ne tiennent pas compte de ces lois ou pas, j'en sais rien. En tout cas, le joueur qui m'a agressé après 12 ans, alors est-ce que c'était pour respecter les lois européennes? Mais il y a des ligues, je sais qu'il y a des ligues qui ont prononcé des suspensions à vie. Il y en a en France, j'en ai vu. Ouais, je suis d'accord, mais pour moi, enfin, excuse-moi, je t'interromps, mais au CONSF, et puis si tu vas plus haut, ce sera cassé obligatoirement. C'est peut-être pour ça que des districts et des ligues cassent, respectent les 12 ans, parce que, je te dis ça vraiment de mémoire, mais pour moi, on n'a pas le droit d'interdire quelqu'un à vie de la pratique de prise de licence. Après, tu sais très bien comme moi que si à quelqu'un qui a 28-30 ans, tu lui dis interdit 12 ans, il ne reprendra jamais de licence. Oui, effectivement. Voilà, et puis après, il va être cramé, comme on dit. Mais pour moi, il y a une histoire comme ça. Après, à creuser. Alors, la parole est à Stéphane. Stéphane. Bon, est-ce que Steve est prêt? Qui a levé la main aussi. Bon. Il devait penser que ça viendrait plus tard. Bon, Rachid, des commentaires à faire en attendant? Micro. Non, on ne peut pas donner la parole à Michel. Je crois que Michel demande la parole. Enfin, si je peux me permettre, Raymond. Ah oui, non, Michel, tu voulais redire quelque chose? Ou non, c'est qu'il n'a pas dû baisser la main. Non, je ne sais pas, j'avais remarqué que mon petit sigle ne s'en allait pas. D'accord. C'est tout. Ah oui, le mien non plus, donc je viens de baisser. En fait, il faut lever et ensuite, il ne faut pas oublier de baisser. Mais je vais pas. Moi, je veux bien meubler pendant que les autres. Vas-y. Je voulais parler à M. C'est Mathieu. C'est Mathieu. Alors, j'ai appris que c'était Mathieu. Mathieu, oui. Alors, Mathieu a pensé que c'était important de dire qu'il était de droite. Peut-être avec l'idée qu'il mettait les pieds dans un essaim de gauche. Alors, il nous a entendus, on l'a entendu, et je pense que c'est important de se dire quand même
que certainement, il y a des différences. Bon, Mathieu a dit qu'il était élevé dans une famille gaulliste, voilà, tout à fait plus que respectable. Ce que je veux dire… Gaulliste, hein, je préfère dire gaulliste que de droite, parce que droite, c'est… Oui, vous avez dit gaulliste. Oui, oui, j'ai bien C'est mal vu entendu. en ce moment, mais je préfère dire gaulliste, parce que gaulliste, voilà, ça reprend Mais voilà. mieux que Et moi. donc, ce que je voulais dire, juste pour meubler, hein, sinon j'en aurais pas parlé, mais puisque les deux Ouais, qui devaient vas-y, parler, vas-y. juste pour dire que je pense que je vous ai entendu. J'ai été très, très, très contente de vous entendre autour de votre amour du football, de la défense des règles du football, du bénévolat, de la quantité de gens au niveau amateur qui sont justement dans ce lien social et cette envie de faire ensemble et de gagner, de gens qui justement se regroupent pour faire du vrai sport et pour boire des coups, et que je pense que des gens de droite comme vous, des gens de gauche comme nous, on peut tout à fait se parler, même si effectivement on partage des idées communes, mais que l'on n'a pas les mêmes idées sur la façon d'y arriver. Et ce que je pense qui nous fait différence, c'est pas le cœur, hein, les gentils ou les méchants de droite ou les gentils ou les méchants de gauche, mais certainement ce que nous pensons comme les meilleurs moyens d'arriver à ce que nous voulons. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais, Non, mais pour ce qui vous nous l'aurez concerne, pardon, vous l'aurez excusez-moi compris, Mathieu. Oui, c'était une boutade, hein, bien sûr, parce il n'y a que pas de souci. c'est vraiment la stigmatisation entre les personnes qui sont de droite par rapport à de gauche, etc. Et de plus en plus avec extrême droite, extrême gauche. Donc, ne le prenez pas mal, c'était vraiment une boutade. Hein. Parce que moi, je suis. Enfin, On le prend pas mal, Mathieu. Il s'est passé beaucoup de choses depuis quelque temps, et en particulier, pour ce qui nous concerne, nous, je parle pour moi, il s'est passé un truc qui s'appelle les Gilets jaunes, et fréquenter de très près des gens qui, a priori, n'avaient pas les mêmes options que nous. On a eu l'occasion de le faire, et donc quand on est d'accord sur la volonté de s'atteler à un sujet, comme c'est le cas ce soir, mais ça pourrait être un sujet autre, on met pas des étiquettes. On a appris à ne pas mettre les étiquettes en avant. non, c'est parfait, mais c'est surtout après qu'on ait des opinions différentes, il n'y a pas de souci, c'est le vivre ensemble. Ouais. Ah, et après, par rapport au football, c'est que le football, ce qui est intéressant et ce qui est à mettre en exergue, c'est que pendant 90 minutes sur un terrain, quand tout se passe bien, et j'ai envie de dire que c'est la plupart du temps, on s'en fout des origines, on s'en fout d'où tu viens, on s'en fout de tes revenus, si tu as eu un parcours difficile ou si tu es né avec avec des facilités, c'est que tout le monde se retrouve à un pied d'égalité sur un terrain de football. Alors après, c'est peut-être un peu trop idéaliste et utopiste, mais moi j'ai envie de croire à ça, c'est que tout le monde est sur un pied d'égalité sur un terrain de football. Ouais. Alors, attends, Norma, 2 secondes. Est-ce que Steve est revenu parmi nous? Oui, 1 fois, 2 fois. Alors, apparemment, Raymond, si je peux me permettre, Steve a un problème de micro. Et c'est Stéphane qui demande. Alors, apparemment, c'est toi qui dois lui permettre de prendre la parole. Oui, à Steve, oui. Attends, donc, je regarde. regarde Tu dois activer son micro. Il a laissé un message, Stéphane. Je ne l'ai pas vu. Alors, attends. Donc là, je vais là. Voilà, il faut autoriser Steve à activer son micro. Je ne sais pas pourquoi il serait interdit. Tu peux faire ça, toi, en tant que modérateur. Attendez, excusez-moi, je regarde. Hein, on fait ça. Demander la réactivation du micro. C'est chacun qui l'active quand Raymond donne la parole ou dirige. Pour moi, il n'y a rien qui empêche. Oui. Si je peux me permettre, il faut qu'il clique sur sa photo sur le Zoom, et là, il pourra avoir accès aux paramètres pour activer sa vidéo ou le son. C'est Steve qui doit activer son micro. Normalement, c'est en bas à gauche sur l'écran, sur la fenêtre du truc. Oui, c'est lui qui doit activer son micro. Norma, tu veux dire un mot le temps qu'on essaie de démêler cette histoire avec Steve? Oui. Vu les commentaires qui se sont faits, en spécialement les commentaires de M, je crois entendre Mathieu, n'est-ce pas? Et qui est quelqu'un du métier, disons, si je peux. Moi, je ne suis pas du métier, mais il se trouve que
je viens d'un pays où le football, et puis de plusieurs pays aussi, où le football c'est ancré depuis les plus jeunes enfants. Je m'intéresse au football aussi au point que j'ai donné ou écrit sur ce que j'appelais le football scientifique. L'Argentine, j'imagine. Bref. Maintenant, je crois que c'est un peu léger, disons, comme commentaire, dire il ne faut pas dénigrer, après il ne faut pas dénigrer le football, on ne doit pas croire que tout c'est de la violence, ou c'est comment ça s'est passé avec Rachid, etc. C'est-à-dire que il y a ce qui s'est passé avec Rachid, ça se passe aussi dans d'autres services, dans d'autres travaux, dans d'autres lieux de travail, et peut-être avec la même violence, etc. Et ce sont des faits qu'on ne peut pas accepter, qui doivent être au moins dénoncés et au mieux prévenir. Et il se trouve que le football, justement, étant, et c'est que nous sommes là et ça nous intéresse, et c'est partage tout ce que Raymond et puis les autres membres ici ont parlé, et c'est nettement populaire. Et donc, c'est un reflet de la société, ça peut aussi éduquer, si on le fait bien, comme d'autres activités, etc. Mais l'effet, et là, j'interviens, c'est-à-dire là, c'est Rachid, l'effet que, parce qu'aujourd'hui, les autres services, dans les territoires, et même dans les capitales, ils ont été fermés, il n'y a plus des bureaux de poste, il n'y a plus de liens sociaux, il n'y a plus des quartiers où, avec tout ce qui concerne, même des clubs, des bibliothèques, bon, bref, des petits théâtres, etc. Et ce n'est pas un justificatif pour dire et le football, en fait, les clubs de quartier ou les clubs amateurs, c'est les derniers remparts, les derniers du lien social. Bien sûr qu'il y a du lien social, et c'est très bien, mais on ne peut pas se conformer à dire comme si rien ne s'est passé de mal dans le football, même amateur, parce que c'est justement un reflet de ces sociétés que nous voyons, où les liens sociaux, la déshumanisation et tout cela. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi un problème de partage entre ce qui est le football ou d'autres activités amateurs et les professionnels qui est devenu déjà même pas un business, c'est beaucoup plus que cela, hein, c'est beaucoup plus que cela, ça sorti de tout borne en quelque sorte, vu ce n'est plus contrôlable, entre guillemets. Donc, très bien Rachid, et bravo d'avoir écrit ce livre. Et si tous les gens faisaient, si tous les autres, même pas des services, passent dans des violences, dans le football ou dans d'autres sports, ou dans d'autres activités, faisaient pareil, on contribue à rendre beaucoup plus visible, beaucoup plus, et à prévenir, à mon avis, au niveau de la prévention. Parce que la violence verbale, quand on voit aussi dans des stadiums qui sont amateurs, professionnels, etc., mais des violences verbales, des agressions qui tirent. Et derrière, l'effet que derrière la collectivisation, on devient anonyme, donc on jette, etc. Mais ceux qui donnent des propos discriminatoires, des propos qui se trouvent encore aujourd'hui, et je crois qu'il y a un travail à faire. Et dans le football, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas avec cela qu'on va les dégrader, le football. Au contraire, on va les valoriser si on les fait de façon valorisante.
Je ne parle pas au niveau, disons, des consignes, des publicités, des chocs pour vendre un journal, etc. Hein. Je parle de vraiment agir et transformer pour rendre meilleures toutes ces activités. Merci. Merci. Merci Norma. Et là, donc je pense que c'est bon pour Steve. C'est tout bon, c'est tout bon. Merci, désolé. Hein, je me suis reconnecté, je me suis remis sur votre réunion. Donc, je vais me présenter très rapidement. Donc, j'ai été joueur de foot en ligue. Après multiples blessures, j'ai pris l'arbitrage en Seine-Maritime. Et après, je me suis remis au foot. Ce qui m'a fait arrêter l'arbitrage, c'est ce que Rachid explique, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de lire son livre. C'est cette violence, qu'elle soit physique ou verbale. Et pourtant, je fais partie de ces acteurs du jeu encore aujourd'hui, puisque j'ai repris le football, comme je vous l'ai dit. Il y a plein de choses. Je vais vous raconter peut-être deux petites anecdotes. J'avais tout juste 20 ans et j'ai arbitré en fait un match qui était deux communes. Et en fait, dans une de ces équipes, il y avait mon petit frère. D'accord ? Mon petit frère qui était gardien de but à cette époque. Le match, mais un match des spectateurs, énormément de monde. Et pourtant, ça se passait très bien. Les deux coachs viennent me féliciter à la fin. Des joueurs viennent me serrer la main en me disant « Bravo, vous avez tenu le match. » D'accord ? Jusqu'au moment où un jeune, parce que ils étaient en 18, c'était des U18, c'est ça, s'aperçoit que je porte le même nom de famille que le gardien. Et là, catastrophe. D'accord ? Donc, ça a été mon petit frère agressé, mes parents, donc maman, papa, et moi-même. D'accord ? Donc, ça a été loin. Je remercie là-dessus, c'est Monsieur Gervais qui nous avait accompagnés, qui était président, je crois, à l'époque, avec ce statut, je crois, en Seine-Maritime. Mais voilà, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui font. J'ai eu que deux soucis en tant qu'arbitre. J'ai fait 3-4 ans d'arbitrage et j'ai un Petit-Ville, un match. J'étais en deuxième division. Un coach alcoolisé, en état ébrieux. Parce que sinon, si je dis alcoolisé, je vais me faire attraper. En état ébrieux, où je mets un carton jaune pour un tacle assez osé, où bon, le gars se relève et il n'y a pas trop de casse. Et en fait, une remontada arrive et voilà, ils perdent le match. Et là, c'est une catastrophe à la fin, puisque je voyais sur le côté du terrain, derrière le banc de touche, de l'alcool à flot, d'accord, derrière cette main courante. Et pour ne pas citer ce match, c'est une commune où le terrain est juste pratiquement à 200 mètres des vestiaires. Donc, vous faites tout un trajet pour arriver à vos vestiaires. Et là, je remercie les joueurs de l'équipe adverse et de l'équipe qui nous recevait, c'est de m'avoir protégé en fait contre cet individu. Parce que sinon, je pense que ça aurait pu faire comme Rachid. Je pense aussi à Jean-Yves Leroy. Rachid, ça doit te parler. Et plein d'autres qui subissent ça. C'est désolant. Je ne suis pas sûr, et peut-être que je me trompe. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai quitté le corps arbitral, est-ce qu'on accompagne vraiment les arbitres ? Est-ce que les arbitres ont des formations de gestion de conflit ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont 22 sur le terrain, 22 garçons contre 1. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ose le dire, c'est contre 1. L'arbitre ne vient pas nous engueuler quand on rate un but. Par contre, quand il oublie un tirage de maillot, et j'en fais partie des fois, l'agacement fait que tout de suite, on va dire monsieur l'arbitre alors qu'il n'a pas le temps de mettre le sifflet à la bouche. Et dans tout ça, l'arbitrage s'est détérioré. Moi, j'ai vu des arbitres qui étaient très patients. Et au jour d'aujourd'hui, ces arbitres-là ne sont plus patients du tout. J'ai vu des arbitres avec lesquels moi, je ne peux plus du tout m'entendre, alors que j'ai officialisé des matchs avec eux
Et c'est des gens qui sont devenus limite arrogants. À peine le match commencé, eh ben, on vous appelle par votre nom de famille. Et ce n'est pas monsieur, mon nom de famille, c'est Mabile, pour ne pas le cacher. Ben, on va m'appeler Mabile. Eh ben non. Alors, bien sûr, hein, tout ça est très compliqué parce que je vous le dis, hein, je fais partie des gars qui essayent, et Rachid peut le témoigner, je pense. Je peux chouiner, mais si ça part trop loin, voilà, je serai le premier à calmer les gars qui sont sur le terrain avec moi-même. Mais je pense et c'est une question là que je pose, est-ce qu'on forme vraiment correctement les arbitres? Ce n'est pas que les lois du jeu. Les lois du jeu sont importantes, mais est-ce qu'on les forme aux gestions de conflits? D'accord. Je suis de l'autre côté de la barrière aussi, puisque je suis formateur, coordinateur d'un centre de formation pour agents de sécurité. D'accord. Donc, j'étais agent de sécurité 10 ans. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai une société qui fait appel à moi et je travaille au Stade Océane. D'accord. Je ne vais pas citer la société pour laquelle je travaille, mais et ben, quand je vois des gamins de 8 ans, 10 ans faire insulter, des doigts d'honneur à un simple remplaçant de l'équipe adverse qui passe devant la tribune, je pense que là, on a tout raté. Et là, on parle d'éducation. Rachid l'a soulevé. Le M, je ne me rappelle plus, je suis désolé, l'a soulevé. On est avec le monde de Mathieu, merci beaucoup, Mathieu, Rachid. Mathieu, il l'a soulevé. En contrepartie, à côté de ça, moi, je suis sapeur-pompier volontaire. Quand vous allez dans des… Alors, on ne va pas citer quartiers. Moi, je viens du Havre. J'ai vécu dans des quartiers difficiles et mes parents m'ont donné une éducation. Quand on a une éducation, ça ne se passe pas comme ça. On peut être mécontent. On peut être choqué de certaines décisions, mais de là à menacer un père de famille qui est Rachid aujourd'hui, qui mène ce combat, qui l'écrit et force à lui. Alors que j'ai pas toujours été d'accord avec lui, hein. Mais son livre va faire parler. J'espère qu'il fera bouger les choses parce qu'il faut arrêter. On a déjà perdu trop d'arbitres. Maintenant, en deuxième division, c'est avec des chevilles cassées. J'ai pas fait les ligaments avec des chevilles cassées. Maintenant, je joue en deuxième div. Je suis désolé. Je joue à mon niveau. Mais on est en danger, même nous les joueurs. Moi, je suis dans un club qui est Gruchet-le-Valas, pas très loin de la commune qui est collée à celle de Rachid. Et ben, on a un gars là qui s'est fait frapper. D'accord. Bagarre générale. Ça a été arbitré. Je suis désolé, mais il y a des gens qui sont réputés, je ne donnerai pas de nom, pour ne pas savoir maîtriser leur match. On le voit, quand les matchs reviennent toujours avec 50 cartons, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas garder des arbitres pour dire on va envoyer un officiel. Parce que ces gens-là, on les met en danger aussi. On les met en danger. Je sais que c'est manque de bénévoles, on l'a dit tout à l'heure. Les contrôleurs, même s'il y a rémunération, comme l'a dit Rachid, c'est un métier parce qu'il y a un salaire derrière. Je ne prends pas ça comme un salaire puisque on le sait et tu l'as dit Rachid, c'est un plaisir. On aime le football. Oui, c'est une compensation kilométrique. Oui, ça a peut-être augmenté. Moi, je crois que je touchais 58 € au moment où je le faisais, il me semble. Mais avant tout, c'est du plaisir. Mais je pense qu'il faudrait renforcer peut-être les contrôles et accompagner un peu plus nos arbitres. Je sais que ça peut être super compliqué, très, très compliqué. Mais sur le témoignage que je veux donner, c'est que le gars qui s'est fait frapper et qui a frappé, hein, d'accord, 4 matchs. Moi, je ne pense pas que ça va les refroidir, ces gens-là. 4 matchs, c'est des gens qui jouent et s'ils viennent se battre sur un terrain, c'est qu'ils sont pas, c'est pas des gens passionnés. Moi, si je viens me battre, c'est que je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé de sport. D'accord. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner comme ça là-dessus.
je pense surtout, et c'est là où je veux ma réponse, est-ce que vraiment Rachid, moi j'ai quitté ce truc-là, je connais Marie Sawané qui est aussi un arbitre de ligue, qui fait du futsal, je crois aussi. Voilà, on en discute, on dit des choses. Il y a des moments, il y a des bagarres, on est au courant, tout se sait, il y a des bagarres, il n'y a pas de rapport d'arbitre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de rapport d'arbitre parce qu'ils en ont assez de faire des rapports et derrière ça, il n'y a pas de sanction? Ça, c'est une question, j'affirme rien. Est-ce que c'est un manque de formation? Pourtant, il y a un diplôme, on est bien d'accord, hein. Rachid l'a dit, on ne donne pas une carte d'arbitre à n'importe qui. D'accord? C'est un diplôme qu'on donne. Mais voilà, je pense qu'il y a un manque de contrôle. Peut-être alors pas un manque de contrôle, mais peut-être un manque d'accompagnement. Mais là, encore une fois, je suis peut-être culotté de dire ça, mais je ne connais pas comment on procède au contrôle et comment vous pouvez vous répartir les tâches. D'accord? C'est juste une question. Mais voilà, la gestion de conflit, ça existe. Il y a des formations pour ça. Comment désamorcer un conflit? Est-ce que c'est pas une formation qu'il faut intégrer aux arbitres? C'est une grande question aujourd'hui. Parce que, bah oui, on y réfléchit, hein. C'est vrai, hein, quand le gars il vient un peu vers nous et que vous savez, il y a des gens connus, hein, les arbitres le savent très bien. Ah bah oui, tiens, il a été suspendu 2 ans, lui. Tu vas voir, il va refaire 6 mois, il va être suspendu 2 ans. On l'a dit tout à l'heure, 12 ans. 12 ans. Bah, c'est sûr, hein, que s'il y a une loi contre ça, mais au moins qu'on les mette ces 12 ans-là. Si le gars, ça fait 5 fois qu'on le suspend 1 an, c'est terminé. Il faut qu'on arrête de mettre les gens en danger. On ne parle pas que d'arbitres, on parle aussi de footballeurs. Il y a des footballeurs qui prennent des coups, des bagarres, il y a des coups donnés, il y a des dépôts de plainte qui ne sont pas effectués parce qu'on sait très bien où ça va. Enfin voilà, je pense qu'il faut protéger nos arbitres, d'accord? Parce qu'ils ont besoin d'être protégés, ces gars-là, parce qu'ils ont la force de venir affronter, parce qu'aujourd'hui, on parle d'affront, d'accord? Clairement. Sauf quand ça se passe bien, hein. Il n'y a rien de tel de rentrer avec le sourire, Rachid, et de dire ouais, super, j'ai passé un bon dimanche. Parce que les gars ont été cool. Voilà, même s'il y a des choses qui peuvent rester choquantes sur les terrains. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a le Personic, je dis ce que je vois, qui a levé la main. Mathieu, je ne sais pas si tu ne l'as pas baissé ou si tu l'as remise. Je vois l'heure qui tourne aussi. Donc, Rachid, une réaction. Après, bien sûr, ceux qui n'ont pas encore parlé, hein, oui, j'ai vu. Et puis, voilà. Puis, on va essayer de tenir. Bon, je vais essayer de faire court parce que je vois qu'il y a des réactions et c'est intéressant. Merci Steve, merci beaucoup pour ta réaction. Merci beaucoup d'être présent déjà pour le débat. Tu as soulevé un certain nombre de points là que je soulève moi-même dans mon bouquin. Et donc, tu as parlé d'alcool. C'est vrai que c'est un vrai problème, même si normalement l'alcool est interdit dans les enceintes des stades. Il y a un problème d'alcool ici. Tu as donné évidemment, tu connais le coin, donc forcément les exemples que tu as donnés, c'est amusant parce que ce sont des exemples que je donne moi-même. Est-ce que c'est normal? Alors, après, les communes, elles font ce qu'elles peuvent, les pauvres, mais je donne cet exemple-là parce que moi-même, j'ai eu un problème dans le club dont tu parles. Nous avons des vestiaires. C'est la réalité. Merci Steve de le dire. Nous avons c'est pas le seul, hein. Nous avons en l'occurrence là, l'exemple que tu donnes, nous avons un vestiaire qui se trouve à 200 mètres du stade. C'est-à-dire qu'en fait, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et moi, je me souviens, en rentrant au vestiaire après un match, évidemment, où ça s'est mal passé, Coupe de France, je me rappelle, c'était au mois d'août, et ben, il y a une voiture qui passait derrière moi parce que les gars avaient pris leur voiture, une voiture qui vrombissait derrière, et j'ai entendu écrase-le, évidemment en parlant de moi, et la voiture était derrière. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous avez beau être courageux, quand même, et en Coupe de France, du moins pendant les premiers tours, on est tout seul. Il y a un problème aussi. Il y a un problème. On est tout seul à arbitrer. Quand ça se passe mal, au fin fond de la cambrousse, comme je le dis dans le bouquin, eh ben, je peux vous dire que vous avez intérêt d'avoir les nerfs solides. Tu as parlé de gestion de conflit. Moi, j'ai toujours été étonné. Et
voilà, c'est toi qui en parles. Tu vois, tu es dirigeant de club, c'est toi qui en parles. Moi, je saisis la balle au bon, si je peux me permettre cette métaphore, et je la lance à Mathieu, parce que Mathieu fait partie des instances. Et je dis à Mathieu, il faut réfléchir à la gestion des conflits dont parle Steve. Moi, je suis toujours étonné, on n'a rien. On a 3 réunions, dans l'année, jamais, ça fait 20 ans, on n'a jamais eu un cours de gestion de conflit. Gestion de conflit, Steve a raison, ça existe, et il faut peut-être à un moment que nos instances investissent dans un gars qui connaît la gestion ou trouve un bénévole qui veuille bien. Je suis sûr qu'on peut en trouver un gars parmi nous, un arbitre qui travaille dans le domaine, et pour nous expliquer comment gérer, comment gérer un conflit, comment dénouer une situation conflictuelle. Et alors le paradoxe dans notre domaine, c'est que plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous êtes entouré, plus c'est facile, et plus vous descendez, plus c'est compliqué, plus vous êtes livré à vous-même. Ça, c'est le paradoxe de l'arbitrage français. Et ça, merci Steve de m'avoir donné cette possibilité. Alors, la formation des arbitres, effectivement, on passe un examen et ensuite, donc, vous formez si vous avez, entre guillemets, envie de vous former. Alors, il y a des formations obligatoires. Si vous n'y venez pas, vous êtes sanctionné. Mais bon, à part ça, voilà. Et il a été mis en place, et je m'arrêterai là parce que quand même, c'est des choses qui me tiennent à cœur. On nous a demandé si on voulait être parrain de gamins, enfin de jeunes arbitres. Voilà. On nous a demandé si on voulait être parrain. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion parce que je trouve que c'est extraordinaire. Parce que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, Steve, c'est pareil, on nous a balancé sur un terrain, allez-y, et donc allez dans la cage au lion. Et si vous vous en sortez, tant mieux. Si vous faites dégommer, c'est que vous n'étiez simplement pas fait pour ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais quand même, il y a eu une évolution parce qu'on a mis en place un parrainage. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai été parrain avant le confinement. Malheureusement, ça a été mis juste un peu avant le confinement. Et du coup, c'est tombé à l'eau parce qu'il y a eu le confinement, etc. Et ça a du mal à repartir. Pourtant, c'est une idée géniale. Il faut absolument qu'on continue avec cette idée. Mais le problème, et je vous le dis, je viens de démissionner. Je viens de démissionner en tant que parrain. Pourquoi ? Parce que c'est une question de fric, c'est une question de pognon. Et je le dis à Mathieu parce que je trouve ça scandaleux. Merci Steve de me donner encore une fois l'occasion de le dire. Parce que figurez-vous qu'on a des indemnités, donc nos indemnités sont de 2 ordres. Il y a le remboursement de nos frais de déplacement et une indemnité je parle du parrainage, une indemnité pour écrire le rapport, qui est de 20 €. Aujourd'hui, on nous a dit, écoutez, on n'a plus d'argent et donc cette partie-là, on ne vous la donne pas. J'ai trouvé que c'était scandaleux parce que tout travail mérite salaire. Ça veut dire que vous allez passer… Moi, j'ai beau être motivé, je vous assure que je suis motivé. J'étais super heureux d'avoir un jeune que je vais suivre, à qui je vais donner de l'expérience, etc. Mon expérience, je vais la transmettre. J'adore ça. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça scandaleux et j'ai démissionné la mort dans l'âme. Je dis à Mathieu, parce qu'il faut absolument trouver une solution et ce n'est pas normal. Voilà, ça fait partie de la formation dont parle Steve et qui est extrêmement importante. Il y a les sanctions également. On a dit, moi je suis pour qu'un joueur qui frappe un arbitre, il n'y a pas à tergiverser. Il faut qu'il soit exclu à vie. Voilà, donc il y a les normes européennes. Les normes européennes, elles ne sont pas inscrites dans le marbre. Et on peut revenir. Moi, je suis plutôt pour revenir sur les traités, mais bon, ça, c'est au niveau politique. Mais au niveau sportif, ce n'est pas normal. Et donc, un joueur qui s'en prend à un arbitre, il faut qu'il soit sanctionné. Et pour finir, on prend l'exemple des hooligans dans les années 80. Les Anglais, comment ils ont fait ? Ils ont pris le taureau par les cornes. Nous, on tergiverse. Voilà. Merci Steve, encore une fois. Mais merci Rachid. Alors attendez, pardon. Ouais. Alors Steve voulait dire un mot. Je vois l'heure. On va essayer de tenir les horaires, mes amis. Juste un mot, je vois. Après, excuse-moi. Après, il y a le Personic, Mathieu. Je vois personne d'autre et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, essayez d'être tous synthétiques. Et puis, Rachid aura le mot de la fin. Vas-y, Steve, rapidement. Quand j'étais arbitre, ce qui m'a choqué, c'est les indemnités. C'est le club qui nous donne le chèque. C'est le club qui reçoit, qui donne le chèque. Quand ce club ne vous donne pas votre chèque, c'est à vous de gérer
alors moi, c'est comme ça qu'on me l'avait annoncé, de gérer pour être payé. Donc, vous donnez votre numéro de téléphone, votre adresse postale pour qu'on vous envoie. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quand ça se passe mal et que le match a été tendu, bah, limite, vous ne donnez pas votre adresse, vous ne donnez pas votre numéro de téléphone. On est envoyé par le district. Les clubs devraient payer le district, enfin les districts et les ligues ou les instances, hein, n'importe quoi. C'est pas, on n'a pas, enfin, c'est mon avis et je m'arrêterai là-dessus. C'est le district qui nous envoie. Les clubs devraient payer les matchs aux ligues, aux districts, à l'instance qui envoie l'arbitre, et les instances devraient repayer les arbitres. Ça, c'est important aussi. Enfin, je trouve que des fois, ça peut aller loin. Là-dessus aussi, j'ai eu quelques problèmes. Voilà, je finis là-dessus. Steve. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne connais pas ton prénom. Le père Sonic, ensuite Mathieu et Rachid pour conclure. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Stéphane. Stéphane. Merci de cette belle opportunité et de ce débat. Je regrette qu'on ne soit pas plus nombreux, mais voilà, c'est un début et ça commence toujours comme ça, les luttes, si on peut s'exprimer comme ça, ou les combats, en tout cas, quand on est passionné, c'est comme ça que ça se passe. C'était mon introduction. Très rapidement, Steve, il illustre totalement ce que moi, c'est le constat que je fais. On manque en fait de connaissances, c'est-à-dire qu'un entraîneur ne sait pas comment se passe la formation d'un arbitre, un arbitre ne sait pas comment ça se passe, et un joueur, il n'est pas formé, il est juste entraîné. Donc en fait, il y a un manque de communication entre l'ensemble des acteurs du football. Voilà. Donc déjà de se connaître et de comprendre un peu le cheminement de chacun, pourquoi je suis joueur, pourquoi je suis coach, pourquoi je suis arbitre. Là où je te rejoins, c'est dans la formation. Tu as posé beaucoup de questions et c'est pour ça que je te disais que ça illustre, moi, le constat que je fais, c'est que s'il y a tant de questions, ça veut dire qu'on se retrouve tous les dimanches sur un terrain de sport et on ne se connaît pas. On vient consommer. Donc forcément, il peut se passer plein de choses. Et forcément, on est tous en crainte. Un joueur peut se faire casser une jambe, un arbitre peut se faire taper. Et puis, un coach peut donner une mauvaise image en étant bourré, alcoolisé au bord d'un terrain. Et si justement on arrivait à plus souvent se rencontrer, je sais, Rachid aussi a partagé un colloque là, qui va se passer dans l'Hérault. Voilà, c'est des initiatives. Mathieu pourra rebondir là-dessus. C'est les initiatives qui viennent du district. C'est bien, il faut le faire. Et en plus, il y a 3 termes dessus, c'est discuter, échanger, débattre. On ne fait pas assez pour se connaître. Sur les indemnités, je me suis aussi aperçu en échangeant avec Rachid qu'on n'était pas indemnisé pareil, que ce soit en Île-de-France, là où je suis dans l'Essonne dans le 91, ou dans le Nord, ou dans le Sud, ou en Bretagne. Donc déjà, alors qu'on fait le même métier, voilà, je reviens à ça, on fait le même travail. Il faut pas oublier qu'avec la loi Lamour, on a une délégation de mission de service public. On est protégé par la loi et on fait tous le même travail et on n'est pas indemnisé de la même façon. Alors déjà, si on nationalisait un petit peu le fonctionnement des arbitres de district, je parle vraiment des arbitres de district parce que je me doute bien qu'au-dessus de notre niveau, ça se passe bien et c'est plutôt harmonisé, même s'il faudrait gratter au moins au niveau des ligues. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'on ne touche pas la même indemnité? Ça, c'était, voilà. Donc ça, c'est des choses que j'essaye de faire remonter. C'est compliqué. Tout le monde ne veut pas. J'apprécie beaucoup la participation ce soir du vice-président d'un district. Bravo. Parce que c'est rare, très rare de vouloir dialoguer de ces choses-là. Ensuite, sur la question des indemnités, effectivement, au tout début, nous, ça se passait aussi avec l'échec comme ça. Et puis, il y avait beaucoup de difficultés de temps en temps, peut-être parce qu'un match n'était pas bien passé, ne serait-ce que parce que l'arbitre avait été nul et on ne voulait pas lui donner son indemnité. Ils ont fait quelque chose, ils se sont projetés sur l'ensemble des matchs où ils allaient avoir des arbitres, les districts, et ils ont envoyé ça au club. Et en fait, maintenant, les clubs donnent l'argent au district et nous sommes virés. Voilà.
Nous sommes virés de la totalité si la rencontre a eu lieu et juste de nos frais d'indemnité. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Alors, il y a des joueurs, il y a des collègues qui critiquent, hein, qui aimeraient avoir limite même du liquide tous les dimanches. Non, on n'est pas là pour ça. Par contre, voilà, le système est fait. Entre les 10 et les 15 du mois, on est viré sur notre compte. Même chose, pourquoi ce système-là n'est pas nationalisé à l'échelle de l'ensemble des ligues et des districts? Je ne comprends pas. Voilà. Et c'est toutes ces questions-là qui font que dans des districts, ça se passe plutôt bien, ça se passe mieux. Et puis, c'est d'autres difficultés ailleurs. Voilà. Je resterai là pour rebondir sur ce soir. J'espère qu'il y aura une autre, parce qu'il y a plein de choses à dire dans ma démarche aussi. Rachid, je n'ai toujours pas eu de retour de la fédération pour ma lettre ouverte. Voilà, j'attends toujours que Monsieur Le Gret me réponde. Et j'active toujours voilà, au niveau de députés, des choses comme ça. J'essaie politiquement parce que c'est aussi un axe à faire et j'essaye de faire remonter mon courrier pour essayer d'avoir une réponse et éventuellement des rencontres. Bravo pour cette soirée. Voilà mon intervention. Je réagis à ce qu'a dit Steve parce qu'effectivement, trop de questions. Le constat, c'est qu'il faut qu'on se rencontre tous. Voilà, pour ma part. Merci Stéphane. La parole est à Mathieu et ensuite Rachid conclura. Oui, plusieurs choses, puisqu'il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. Déjà, par rapport à Steve, tu as raison, Marie Savané, excellent arbitre et puis excellent en tout, puisque je double avec lui en futsal R1. Et puis, c'est un super gars, parce que franchement, top. Rien à dire, que ce soit l'homme ou l'arbitre, c'est des personnes qui te font aimer le football. Je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Rachid. Les 20 €, en fait, c'est parce que, tout simplement, comment te dire, c'est pas légal, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réflexion qui est faite au niveau du district, comment faire, parce que les fameuses indemnités de 20 €, contrairement au défraiement des arbitres pour les arbitres, quand ils arbitrent, en fait, normalement, ce que fait la Ligue, ils n'ont pas le droit non plus, il faudrait les charger. C'est ce que je veux dire. Donc, normalement, ça devrait coûter 35 à 40 €, donc le double, hein, tu sais comment ça se passe en France, pour les déclarer. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réflexion et qu'à un moment, on a dit stop. Je sais que ça fait un pataquès au niveau des arbitres, mais ce n'est pas légal, en fait, clairement. Donc, c'est permis dans les plupart des fédérations, mais ce n'est pas légal. Donc, c'est pour ça que, étant donné que tu le sais très bien, que nos prédécesseurs ont la Cour des comptes au cul, nous, on veut, voilà, nous, on veut vraiment faire depuis qu'on a repris la présidence du clean. Donc, mais après, attention, il ne faut pas oublier que je suis arbitre et que tu as tout à fait raison, un parrain qui s'investit, qui donne de son temps. Et il y a un réel besoin d'accompagnement. Et là, je te rejoins pour les arbitres. Il faut absolument que nos jeunes arbitres soient accompagnés. Oui, je suis d'accord avec toi, le personnique. Le problème, c'est que à cause des règlements actuels, où on te dit tu es à tel niveau, il faut tel arbitre, il y en a, ils envoient les plus nuls pour passer leur diplôme d'arbitre, histoire d'être dans les règles. Et il n'y a pas d'accompagnement derrière. Hein. On est d'accord, Rachid, hein, on sait comment ça se passe dans les clubs. Allez, toi, tu es nul au pied, tu as les pieds carrés, allez, tu vas passer à la formation arbitre. Et c'est un problème, parce que c'est un cliché et qu'un bon footballeur ne peut pas être arbitre. Moi, personnellement, j'ai attendu 40 ans, pas que j'ai été bon joueur, attention, hein, c'est que je voulais arrêter de jouer pour devenir arbitre, parce que les passerelles ne sont pas évidentes, tu ne peux pas continuer à jouer et être arbitre en même temps. C'est comme ça, mais c'est malheureux. J'ai attendu 40 ans pour devenir arbitre. Le prochain chantier, je te le dis Rachid, c'est qu'il y aura un conseiller départemental en arbitrage qui va être recruté au district. Donc, tu auras quelqu'un, mais on était obligé de faire le ménage, mais c'est le prochain chantier, je te le dis. Simplement pour terminer, parce que l'arbitrage, c'est un vaste débat, mais oui, il y a un manque d'accompagnement. Oui, les missions ne sont pas assez définies. Qui fait quoi? L'arbitre, c'est notamment sur la posture, parce que ça aussi, on peut en parler. Personnellement, je préfère l'école anglaise de l'arbitrage.
quand tu vois l'école française de l'arbitrage, c'est des robots, ils sont hautains, voilà, ils cartonnent. Et puis, moi, je préfère la discussion et c'est pour ça que je préfère l'école anglaise, qui est beaucoup plus vieux. Enfin, je veux dire, on explique et après, on te donne la sanction et non l'inverse, ou parfois, on te donne pas l'explication. Mais voilà, ça pourra donner lieu à d'autres réunions, mais je te rassure, Rachid, tout ce que tu as soulevé ce soir, on en est conscient en district et on travaille dessus, même s'il y a pas mal de chantiers et que malheureusement, on n'a pas le don d'ubiquité, on n'a pas quatre mains. Mais on en est conscient et par contre, l'arbitrage, et je suis en relation tous les jours avec Lilian Leroux ou Stéphane Cerdan, parce qu'en plus, Lilian, lui, il fait mes désignations R1, donc tous les jours, on s'est au téléphone. On est conscient et que moi-même, je suis arbitre. Donc, que si ma position, entre guillemets, peut avantager, je sais que l'arbitrage, c'est l'État dans l'État, hein, comme on dit souvent, mais c'est super important et on compte sur l'arbitrage, et notamment dans le 76, parce qu'on est un département où il y a plus de licenciés en France. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Mathieu. Et je profite de l'occasion pour témoigner de notre satisfaction, parce que j'ai reçu plusieurs messages en privé, d'avoir la chance d'avoir eu la participation d'acteurs de terrain sur ce débat. Vous étiez plusieurs. Rachid, je te laisse conclure. Bah écoute, j'ai commencé par te remercier, je vais finir par la même chose en fait. Te remercier toi, mais aussi remercier tous ceux qui sont venus à ce débat. Stéphane a dit, c'est vrai que, et je partage son avis, qu'on n'était pas assez nombreux, mais on le sera la prochaine fois, j'en suis certain. Et nous, en tout cas vous, hein, le militant, Raymond et les autres, vous avez eu le courage, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas un sujet simple, c'est ardu, et vous avez eu le courage de commencer, d'entamer le débat. Et je suis certain qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Je veux remercier aussi mes collègues arbitres, et puis je veux remercier aussi Mathieu d'être venu, parce que ce n'est pas évident. Là, ça s'est bien passé. Là, bon, je pense qu'il y a eu un échange constructif, mais bon, parfois, ça peut déraper, mais je suis très content. Là, ça a été très courtois. Et il y a eu des propositions, parce que c'est quand même ça. C'est quand même ça. Moi, je voulais qu'il y ait des propositions. Donc, émettre, c'est pas toujours facile, moi je le dis, hein, c'est pas toujours simple pour les instances. Et je sais que c'est difficile, d'autant plus que peut-être le travail auparavant n'a pas été fait, mais je veux jeter la pierre à personne. Je sais à quel point c'est compliqué. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est parti sur le bon pied et qu'on travaille tous ensemble pour aller dans le même sens. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas, merci à tous. Merci à Raymond d'avoir organisé ce débat. Merci les amis. Et puis, n'oubliez pas de lire le livre de Rachid, À mort l'arbitre, la chronique d'un arbitre du dimanche. C'est aux éditions Jacques Flamand. Merci à tous. Merci Rachid. À bientôt. À bientôt. Bonne continuation à vous. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir.